On va continuer notre cours d'ingénierie des fondations. On est sur le chapitre numéro 2, essai de sol in situ. Et la fois passée, on avait fait l'introduction, ok, de l'exploration du sous-sol. Cette fois-ci, on va faire ce deuxième point-là, besoin d'essai in situ. On va surtout parler des différentes manières de prendre des échantillons sur le terrain, ok? Différentes manières d'échantillonnage. Ok, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, quand on part sur le terrain et puis on fait ici des forages comme ça, ok, on peut avoir ce genre d'échantillon du sol. Vous voyez? Donc, ce genre d'échantillon du sol-là peut nous permettre euh, de faire une classification visuelle. On peut savoir ça, c'est du sable, ça, c'est de l'argile, par exemple. Mais ce genre de classification visuelle-là, c'est pas assez. En plus de ça, il faut savoir les types de sols et les propriétés de résistance et de déformation de notre sol, ok? Et pour la conception de nos fondations. Donc, par conséquent, quand vous progressez, quand vous faites votre forage, plus votre forage progresse, quand vous progressez en profondeur, vous devez prendre des échantillons au fur et à mesure que vous progressez. Donc, différents types d'échantillons. Vous pouvez prendre ce genre d'échantillons, ok? C'est facile à obtenir, vous suffit juste de prendre avec n'importe quel récipient. Ou bien vous pouvez aller avec ces gens d'échantillons. Ce genre d'échantillonnage-là, qui est bien spécifié, c'est de ces genres d'échantillonnage qu'on va parler dans cette vidéo surtout. Ok? Ça, c'est facile à obtenir. Vous faites le forage, vous prenez juste le sol au fur et à mesure que le trou augmente. D'accord? Donc, des échantillons perturbés, c'est-à-dire remaniés. Ici, là, peut-être, quand je dis perturbé, prenez en tête que c'est échantillon remanié. Ok? Voilà. Je n'ai pas pris le temps de tout arranger la traduction. Les échantillons remaniés là, perturbés, qui sont obtenus facilement. Ces gens d'échantillons, par exemple, c'est remanié, vous voyez que le sol est perturbé et remanié. Ces gens d'échantillons, quand vous obtenez ces gens d'échantillons, vous pouvez utiliser pour les propriétés classification du sol, ok, les indices, limite de liquidité, limite de plasticité, par exemple, ou compactage. Vous pouvez utiliser ces gens de sol dans des sacs. Par contre, quand vous voulez avoir la compressibilité du sol, ok, et la résistance au cisaillement du sol, ok, les tests pour avoir la résistance du sol, vous devez avoir des tests au labo plus sophistiqués ou obtenir, en tout cas, des tests en utilisant ce genre d'échantillons ou bien aller faire des tests in situ pour pouvoir faire ce genre de choses. Ok, ces échantillons que vous avez collectés là, c'est juste pour faire ce genre d'essais. Okay, pour faire maintenant des essais pour avoir la compressibilité du sol et les essais de résistance. Par exemple, vous voulez faire un test triaxial, voici les genres d'échantillons que vous devez utiliser au labo. Ou bien vous allez directement faire les tests de cône de pénétration, tests de pénétration standard, par exemple. Ou bien les tests de pénétration au cône, là, par exemple. Ça, ce sont des tests aussi qui peuvent vous donner ces genres d'informations aussi. Donc, ici, nous allons parler de ces genres de prélèvement, de ces genres d'échantillonnage. Voilà. OK? Donc, remaniement d'échantillons. Donc, là le mot est sorti. Remaniement, les échantillons remaniés, là. Donc, si vous êtes in situ, c'est la phase ultime de l'étude du terrain, de l'étude sur le terrain. Les paramètres de conception des fondations peuvent être évalués avec des degrés fiables, avec un degré fiable, relativement plus élevé que dans les conditions au laboratoire. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Si vous faites les tests in situ, là, c'est-à-dire les paramètres du sol que vous allez obtenir à partir de CPT, c'est-à-dire les tests de pénétration cône là, ou bien les tests de pénétration standard,
ces genres de tests-là, les paramètres de tests, les paramètres de sol que vous allez obtenir à partir de ces tests-là, sur le terrain-là, sont plus fiables que les paramètres de sol que vous allez obtenir à partir des essais au labo. Vous allez savoir tout sur pourquoi. Parce que la fiabilité et la précision des paramètres que vous obtenez à partir des essais de labo, par exemple, en utilisant cet échantillon, par exemple, va dépendre très profondément des degrés de remaniement. Quand vous voyez ces perturbations-là, degré de remaniement que ce sol-là a subi pendant l'échantillonnage, pendant que vous prenez l'échantillon. OK? Le processus de récupération va affecter l'échantillon du sol que vous allez récupérer. Il n'est plus dans son milieu naturel. OK? Le transport, le fait de prendre l'échantillon des sites d'échantillonnage sur le terrain jusqu'au labo, peut-être sur la route, là, la route n'est pas chose, il y a trop de choses, comme on appelle. La voiture va être, le véhicule sera en train de sauter, ça perturbe l'échantillon. Ou bien, surtout avec, si vos routes ne sont pas bonnes, avant que vous n'arrivez, ce que vous avez là, l'échantillon ne représente pas le milieu naturel du sol du tout. Aussi, l'extrusion ou bien la préparation de l'échantillon. Parce que quand vous amenez cet échantillon-là au labo, il faudra préparer, tailler l'échantillon avant de mettre pour faire les tests, l'essai triaxial par exemple. OK? Tout ça, ça perturbe l'échantillon. L'échantillon est remanié. Donc, les paramètres de sol que vous allez obtenir après au labo là ne sont pas aussi fiables que les tests directement sur le terrain. Voilà. Donc, on va citer ici les principaux facteurs qui provoquent la perturbation. Quand je dis perturbation, remaniement de vos échantillons là, on en a quatre. On va citer quatre ici, mais il y en a d'autres. OK? On va citer quatre, mais il y en a d'autres. Premièrement, on va parler de l'utilisation d'échantillonneurs, les outils que vous utilisez pour échantillonner, pour faire le prélèvement des échantillons là. Cet outil-là affecte les remaniements, affecte l'état de votre échantillon. OK? Le pourcentage de métal, OK, relativement élevé dans la section transversale du type d'échantillonnage là affecte l'état de votre échantillon. OK? Donc, pour cela, on utilise un rapport là. Le rapport de surface, on va dire comme ça, et de votre échantillonneur, de l'outil que vous utilisez pour faire l'échantillonnage là. Il y a un rapport de surface qu'on utilise. Voici ici et ces rapports-là, la formule qui va nous donner ces rapports, OK? Area ratio en anglais. Donc, le diamètre extérieur, diamètre intérieur, diamètre extérieur. Donc, diamètre intérieur et extérieur au carré moins diamètre, c'est là. DO et DI sont respectivement diamètre externe et interne de l'échantillonneur. L'échantillonneur, c'est-à-dire l'outil que vous utilisez, le tube que vous utilisez pour faire les échantillons. OK? Ces échantillonneurs-là, utilisés couramment, il y en a plusieurs. Ici, on va citer, par exemple, l'échantillonneur standard à cuillère divisée, bien divisible. OK? Ça, c'est l'échantillonneur qui est directement lié au test de pénétration standard, là. Essai de pénétration standard. OK? Il y a aussi, et cet échantillonneur-là, à 1 degré, okay, les rapports de surface, là, c'est-à-dire cette valeur-là, est plus élevé que 100%. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est plus élevé que 100%. Okay? Donc, voici aussi ce qu'on appelle des tubes Shelby. Ces tubes-là, que j'ai déjà présentés ici, vous voyez, permettent aussi d'avoir des échantillons qui sont un peu plus fiables en termes de remaniement du sol. Donc, ici, les degrés qu'on va obtenir, le ratio de surface qu'on va obtenir est inférieur à 15%. OK? Donc, c'est très bon. Inférieur à 15%, donc c'est très bon. Donc, ça, c'est le premier facteur. C'est-à-dire l'outil que vous utilisez pour faire l'échantillonnage même affecte l'échantillon.
l'état de votre échantillon. Ça, c'est un. Deuxièmement, la friction entre l'échantillon du sol et l'outil utilisé pour faire l'échantillonnage. S'il y a la friction entre les parois là, parce que vous enfoncez le tube pour prendre l'échantillon. Donc, s'il y a la friction entre le tube et le sol, ça va compacter, ça va pousser le sol là, compacter l'échantillon. OK? Ça va compresser l'échantillon et raccourcir l'échantillon. Donc, ce problème-là peut être résolu en introduisant une petite saillie, et, on va dire, vers l'intérieur du bord tranchant de l'échantillonneur. Deuxième, ou bien troisième cause qui peut perturber ou bien remanier le sol, lâchement. Le sol va devenir lâche. Pourquoi? Parce que le soulèvement des racines, les racines qui sont à l'intérieur, ou bien l'air qui était emprisonné dans le sol, si vous enlevez, cette air-là va s'échapper, ou bien, ok? Ça peut faire que le sol sera relâché. Le sol sera relâché. Donc, ces deux causes-là, 2 et 3, peuvent être évaluées par ce qu'on appelle taux de récupération. Le taux de récupération de l'échantillon collecté, qui est défini comme LR. L, petit LR, petit DP. Les petits LR là, DP et puis LR sont les profondeurs de pénétration de l'échantillonneur et la longueur de l'échantillon collecté. OK? Donc, si ce taux-là est proche de 100%, ça veut dire que notre échantillon-là n'est pas trop perturbé. Ça indique que la perturbation est minimale pour l'échantillon. Voici un exemple photo, par exemple. Ça, par exemple, c'est la cuillère de prélèvement des, des, des tests de pénétration standard, d'essai de pénétration standard. Vous voyez ici, on enfonce tout le tube. Par contre, vous voyez le niveau du sol ici. OK? Donc, la longueur totale du tube, c'est ça qu'on a appelé DP ici. Maintenant, la longueur totale de l'échantillon dans le tube, qui se limite ici, qui est moins long que la longueur du tube, c'est ça qui est LR ici. Donc, vous faites LR divisé par petit LR et puis grand L, c'est différent. Petit L divisé par ça, vous obtenez les grands LR. Voilà. Et si ça, c'est proche de 100%, ça veut dire qu'il n'y a pas eu trop de friction. Voilà. Ça, c'est juste comment on évalue ça. Donc, quatrième point, quatrième élément qui affecte l'état de votre échantillon, c'est l'évaporation de l'humidité. Donc, quand vous enlevez le sol de son élément, de son environnement naturel, le transport, d'ici que vous transportez le sol jusqu'au labo, l'eau qui était dedans va s'évaporer. Surtout si vous êtes dans un pays où il fait chaud, le soleil, ça va s'évaporer. OK? Et donc, l'évaporation de l'eau là va provoquer la réorientation des particules, OK, du sol là. Ça va affecter aussi la densité, un changement de densité, parce que la densité sec, elle est différente de sa densité humide, alors que nous voulons la densité de l'élément naturel là. OK? Donc, cet effet-là, on peut éliminer ça en enveloppant donc notre échantillon là, et vous enveloppez pour que l'eau ne s'évapore pas. Okay? En scellant l'échantillon et pendant le transport vers le labo d'essai. OK, on a fini avec ça. On va parler maintenant des procédures. Quelles sont les procédures pour prélever les échantillons là? Quelles sont les différentes méthodes d'échantillonnage qui existent? Procédures donc. Quel qu'en soit, il y en a plusieurs procédures. Donc, quelle qu'en soit la procédure que vous allez utiliser, vous allez obtenir deux types d'échantillons. On va les classer en deux groupes. Les échantillons qui sont perturbés. Quand je dis perturbés ici, comprenez par échantillon remanié. OK? Échantillon remanié et non remanié. Donc, les échantillons perturbés, là, remaniés, là, c'est ça, ce genre d'échantillon, par exemple.
Voilà. Et ça, là, on peut considérer qu'ils ne sont pas des échantillons remaniés, qui ne sont pas perturbés. Ils sont quand même toujours perturbés parce qu'ils ne sont pas dans leur élément naturel, dans leur environnement naturel. Mais c'est moins que ce qui est là, ce que vous voyez ici. OK? Donc, euh, ces échantillons qui sont, par exemple, perturbés, mais quand même représentatifs, parce que c'est le sol que vous avez pris sur place au fur et à mesure que votre trou s'approfondit. Donc, on peut les utiliser, j'ai déjà dit ça, hein, pour faire l'analyse granulométrique. Ça, c'est un. Vous pouvez les utiliser pour faire limite de liquidité, limite de plasticité, les limites d'Attenberg. Vous pouvez les utiliser pour la densité spécifique du sol. Vous pouvez les utiliser pour, c'est dit ici, contenu biologique, mais c'est-à-dire organique. La vraie traduction, c'est la traduction qui fait ça. OK? Je n'ai pas le temps de corriger. Donc, au fur et à mesure, après, j'ai corrigé. Voilà. Donc, la matière organique, vous déterminez la matière organique qui est située dans votre sol. OK? Aussi, vous pouvez faire la classification. Il s'agit de sable bien gradé, gravier bien gradé, quoi, et de l'argile. Voilà, vous connaissez les classifications. Ça, c'est mécanique du sol 1. OK? Par contre, vous, ces échantillons qui sont perturbés là, ça, ou bien il y a d'autres types d'échantillons perturbés, vous allez voir. Vous ne pouvez pas les utiliser pour faire, par exemple, test de consolidation. Ça ne va pas le faire. Conductivité hydraulique, ça ne va pas le faire. La résistance au cisaillement, ça ne va pas le faire. OK? Donc, si vous voulez faire, par exemple, essai triaxial, vous ne pouvez pas utiliser ça quand même. Ça sera vilain. Donc, vous avez besoin des échantillons intacts, sol intact, qui ne sont pas perturbés, qui ne sont pas remaniés. Ce genre d'échantillons, par exemple. OK? Voilà. Donc, des échantillons de sol intact doivent être obtenus pour ce type d'analyse en laboratoire. OK? Donc, ici, là, dans les sections, dans les diapositives qui suivent, nous allons décrire certaines procédures, OK? Procédures d'échantillonnage. D'autres permettent d'avoir des sols perturbés, des sols remaniés. D'autres permettent d'avoir des sols qui sont peu perturbés, par exemple ça. OK? Donc, on commence par échantillonnage à cuillère divisée. La cuillère divisée d'essais de pénétration standard. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, des échantillons, les échantillonnaires à cuillère fendue, là, divisés ou fendus, divisables, peuvent être utilisés sur le terrain pour obtenir des échantillons de sol généralement perturbés. Okay? Ces échantillons qui sont obtenus par ça, ce sont des échantillons perturbés, mais quand même représentatifs. Okay? Voici une section de cette cuillère-là, cuillère d'échantillonnage-là, de SPT-là. Vous voyez? Donc, on a ici photo. Cet outil-là, ce truc-là utilisé, c'est ça qui est dessiné ici, par exemple. Okay? On a juste coupé ici, moitié pour faire représenter. Souvent, on utilise ça dedans, okay? Dans, dans l'outil, dans la cuillère, pour empêcher le sol de sortir. L'échantillon de sel que vous avez prélevé là, si vous n'utilisez pas ces genre d'outils-là, ça va tomber. Donc, on utilise ça pour empêcher l'échantillon de sol là de tomber. D'accord? Donc, vous voyez les dimensions ici. Voilà. Ça, c'est une photo. Ça, c'est juste un dessin. Donc, vous utilisez souvent ça pour attacher ça. euh, Ici, là, c'est mal. C'est la tige. Attacher ça à la tige de forage. C'est mal traduit ici, hein. Bon, ce que si vous comprenez, on dit ici sabot d'entraînement en acier. Bon, c'est ce qu'on appelle ici, peut-être sabot. Voilà, c'est juste cette partie qui sera donc cette partie-là. Ok, cette partie, ça.
C'est écrit ici, driving through. C'est juste un tube en acier, hein, fendu longitudinalement, longitudinalement. Donc, vous pouvez ouvrir ça, comme ça. Vous pouvez fendre ça à deux. Ouvrir. OK? Le couplement là, ici, là, coupling, ça permet de connecter le couplage, permet de relier le tube là à la tige de forage pour permettre d'enfoncer ce tube là dans le sol. OK? Le tube, ce tube là, les dimensions, diamètre intérieur autour de 34,93, ça est là, hein, millimètres, et diamètre extérieur 50,8 millimètres. Le problème, c'est que ces trucs-là, originalement, c'était des unités américaines. Donc, on convertit pour faire ça en unité internationale. Donc, c'est ce qui fait que ce n'est pas des chiffres ronds, c'est des trucs à virgule qui sont là. Pour, pour convertir. Donc, lorsque votre forage avance, vous faites le trou du forage avancé, ok, jusqu'à une profondeur prédéterminée. La profondeur, c'est vous qui décidez à quelle profondeur. Vous, maintenant, vous utilisez l'outil de vous enlever la tige de forage là. L'outil de forage, vous retirez l'outil de forage. Ok. Et maintenant, la cuillère là, d'échantillonneur là, est amenée au fond du trou pour commencer maintenant l'échantillonnage. Voici un peu comment ça marche. Vous voyez ce trou là, le trou du forage est là. Après, maintenant, vous avez déterminé au préalable à quelle distance, à quelle profondeur vous allez vous arrêter. Donc, après avoir fait ça, vous mettez maintenant, vous voyez, l'échantillonneur là, vous abaissez ça dans le trou. Voilà. Et voici la tige forage là. L'échantillonneur, donc, sera enfoncé par coup de marteau. Donc, vous voyez ici un marteau, vous tapez, ok, au-dessus de la tige là. Donc, le marteau, vous tapez, et puis ça descend. Ça enfonce la cuillère là dedans. Ok. Le poids du marteau là, c'est autour de 622,72 newtons. Vous pouvez convertir ça en kilogrammes, ça va faire autour de 63 quelque chose kilogrammes. Parce qu'il suffit juste de diviser par G, la pesanteur, c'est 9, quelque chose. OK? Et chaque coup de marteau là, la chute du marteau, c'est autour de 0,770 mètres, c'est-à-dire autour de 76 cm. OK? 76 cm à peu près. Donc, je vous ai dit à l'origine, c'était en pouces, inch. Donc, on convertit en mètres ou bien en centimètres, unité internationale. Donc, voici un peu, vous voyez le marteau, ça c'est un schéma, ça aussi c'est un autre schéma. Voilà. Là, je vais juste le marteau. Donc, au début, le forage est là, la limite de votre forage est là. Et vous mettez donc la cuillère là est là. Et le marteau, vous faites tomber le marteau dessus. OK? Sur la tige de forage. Et ça enfonce, vous voyez, ça s'enfonce, la cuillère s'enfonce. Jusqu'à une limite donnée. Voici une photo, par exemple, des gens qui sont en train de faire les tests qui est là. Donc, le nombre de coups que vous allez faire pour avoir une pénétration de la cuillère là, 3 fois cette profondeur, 152,4 mm. Ou bien vous dites tout simplement 15 cm. C'est plus facile. La précision jusqu'au millimètre là, c'est impossible sur le terrain. Jusqu'au millimètre. 15 cm à peu près. 3 fois 15 cm. Une profondeur de 3 fois 15 cm. Une fois que votre cuillère, c'est-à-dire vous tapez, quand vous tapez, le marteau tombe. Si cet appareil-là, le marteau est là, l'appareil est là, donc ça tombe. À la distance de la hauteur de chute du marteau, c'est 15 cm. Donc plus ça tombe,
plus la cuillère s'enfonce dans le sol. Vous voyez? En haut, et puis vous laissez ça tombe, ça s'enfonce. Donc, combien de coups de marteau vous avez fait pour avoir l'enfoncement de 3 fois 15 cm? Le nombre de coups de marteau, là, vous comptez. Maintenant, vous avez compté pour les 3, non? Vous voyez ici, 15 cm une fois, 15 cm deux fois, 15 cm trois fois. C'est ce qui est écrit ici, sur le dessin ici. 15 cm trois fois. 3 fois 15 cm. Après cela, vous comptez le nombre de coups qu'il a fallu pour les 2 derniers 15 cm là. C'est bizarre, monsieur, comme ça. Okay? C'est ce nombre de coups là que vous prenez pour dire, donc, la résistance de pénétration. Les N, la valeur N, c'est ce qu'on appelle les choses. Le nombre de coups N là, valeur N. OK? Donc, le nombre de coups requis pour les 2 derniers intervalles est ajouté, c'est-à-dire on les additionne pour donner le nombre de pénétration standard, les N. Le nombre de pénétration standard. Je ne sais pas si c'est comme ça on appelle ça en français. OK? Donc, les N value là, la valeur de N là, voilà. Les 2 derniers, 1 puis 2. Donc, sur ce nombre-là, ça c'est le standard américain. D'accord? Donc, votre échantillon-là, après est retiré. Vous retirez l'échantillon et puis le sabot. Vous retirez seulement l'échantillonneur, le tube là, et vous dévissez l'accouplement là à la tige de forage. Vous enlevez. Et enfin, vous allez retirer votre échantillon de sol, le tube. Vous voyez des trucs comme ça. Quand vous retirez, voici ce que ça donne. Vous ouvrez maintenant et vous avez votre sol à l'intérieur, votre échantillon de sol à l'intérieur. Vous avez votre échantillon. Et donc, vous placez donc les échantillons du sol là dans des endroits comme ça, des trucs comme ça, pour pouvoir transporter ça au labo, mais des caisses comme ça. Okay? Vous pouvez voir la différence, okay? C'est-à-dire en profondeur, pour chaque profondeur. Bien sûr, tout est numéroté. Vous fermez pour apporter ça au labo comme ça. Donc, c'est ça qu'on appelle l'essai de pénétration standard. Ici, là, c'est SPT, Standard Penetration Test. Mais peut-être en français, ça va être EPT. OK? Essai de pénétration standard. Ou bien c'est quoi? EPS, peut-être. Essai de pénétration standard. OK, anyway. On va revenir sur ça. Là, ce qui nous intéresse, c'est juste l'échantillonnage. Comment obtenir l'échantillon. On va revenir sur les tests là lui-même. Et si la valeur N là, c'est-à-dire, je retourne un peu en arrière, si cette valeur-là, le nombre de pénétrations standard, c'est-à-dire ce nombre-là, le nombre N là. Parce qu'avec ce nombre N, nous pouvons avoir beaucoup de choses. Nous pouvons avoir les langues de friction interne du sol, nous pouvons avoir les modules de Young du sol. Vous allez voir, on va voir ça dans les vidéos qui suivent. OK? Donc, on va revenir sur ça. Un autre type là, j'avais parlé de, comment on appelle, du degré de perturbation. Donc, le degré de perturbation de l'échantillon. On avait parlé, vous vous rappelez de cette formule-là? On avait donné la formule. Donc, le diamètre, ça, c'est le rapport des surfaces. Donc, le diamètre extérieur, out, O c'est out, le diamètre intérieur du tube. Donc, vous vous rappelez, pour la cuillère du test de pénétration standard, là, le diamètre extérieur, c'est 50,8 mm. Le diamètre intérieur, c'est 34,93 mm. Donc, en utilisant ces informations, on peut calculer tout de suite les rapports des surfaces là. Et ça nous donne 111,5 donc, pour cent. Vous voyez que c'est supérieur à 100%. Donc, quand c'est comme ça là, votre échantillon
est considéré comme un échantillon perturbé, un échantillon remanié. OK? Donc, on vous dit ici, lorsque le rapport de surface, là, ce rapport de surface est de 10% ou moins de 10%, l'échantillon, votre échantillon là est généralement considéré comme non perturbé. OK? Quand c'est autour de 10% ou moins de 10%. Par contre, ici, nous avons jusqu'à 111,5%. Donc, l'échantillon que vous obtenez à partir de l'essai CPT là, et SPT là, c'est-à-dire, ou bien c'est essai de pénétration standard là, c'est un échantillon perturbé. Si vous utilisez cet échantillon pour faire des modules, c'est-à-dire consolidation ou bien perméabilité, test de perméabilité ou truc, et l'essai de résistance au cisaillement, ça va pas le faire. C'est pas bon. À moins que vous corrigez votre échantillon. Il y a des méthodes pour corriger. Donc, voici ce que je vous dis, en tout cas. C'est pas ce genre d'échantillons-là que vous allez utiliser pour faire. J'ai déjà dit ça, hein. Les échantillons qui sont perturbés, là, vous pouvez pas les utiliser pour avoir, par exemple, le module de Young, quelque chose comme ça. Donc, les échantillons, souvent, quand vous utilisez la cuillère, là, pour faire l'échantillonnage dans un endroit où euh, le sol est, comment on appelle, est un sable, c'est du sable, surtout si c'est le sable en dessous du niveau de la nappe phréatique. En ce moment, pour utiliser cette cuillère-là, ça sera très difficile de faire ressortir l'échantillon. Parce que quand vous allez tirer la tige de forage, le sol aura tendance à s'échapper, à sortir. Donc, il faut utiliser dans ces cas-là quelque chose, un récupérateur de noyaux à ressort. Ce récupérateur-là, on le place à l'intérieur de la cuillère. C'est de ça qu'il s'agit, ce qui est là. Ça permet d'attraper, d'empêcher l'échantillon là de sortir. Ça permet d'empêcher cet échantillon et cet appareil-là. Permet, quand vous mettez, vous voyez ici, quand vous enfoncez dans ce sens le tube, le sol peut entrer facilement. Par contre, au moment de faire sortir la tige de forage, vous voyez, ça va se refermer comme ça. Et le sol ne pourra plus sortir. Donc, quand vous avez affaire à un terrain où il y a des sables comme ça, voilà, c'est ça qu'il faut utiliser. Donc, généralement, les échantillonnages, les échantillons en utilisant la cuillère fendue là, sont généralement prélevés à des intervalles d'environ 1,5 m. On va parler maintenant d'un autre type d'échantillonnage, un autre type de prélèvement. L'échantillonnage avec godet racleur. Je ne sais pas si le nom là est vraiment juste. Il faut vérifier. Okay. Mais vous allez voir, peut-être ceux qui savent, ceux qui connaissent, ils vont voir les schémas, les images, ils vont reconnaître. Donc, lorsque vous avez du sable mélangé avec des cailloux sur le terrain, quand vous avez ça, utilisez cette méthode-là avec même cet appareil-là ne pourra pas vous aider. Il faudra utiliser ce type d'appareil-là, godet racleur là, peut-être utiliser pour obtenir des échantillons représentatifs, mais qui sont toujours perturbés, qui sont toujours remaniés. Donc, voici les trucs là. Vous voyez ici, la traduction me dit quoi? Pado Gratoa. Je ne suis pas sûr si la traduction est bonne. Je vais. Donc, ce qui est sûr, ça empêche le sol de sortir facilement. Donc, vous voyez ici, il y a une pointe ici, là. Donc, la pointe là qui permet d'enfoncer facilement. Et une fois que vous enfoncez l'appareil dans le sol, à l'aide de cette partie-là, vous pouvez fixer cette partie-là, la tige de forage. Votre tige de forage là, fixée ici, et vous enfoncez.
Donc, ce trou-là, vous voyez ici, quand je fais la coupe SS, ça montre comme cette section-là, comme ça. Il y a un trou. C'est ce trou-là qui est là. Donc, le sol rentre par là. Donc, quand vous enfoncez, vous faites tourner maintenant. Okay? L'échantillonneur est donc enfoncé dans le sol et tourné. Okay? Et maintenant, les raclures latérales là, tombent dans le seau. Donc, c'est-à-dire les raclures autour là, ça va faire racler le sol et puis rentrer dans le trou là. Et ça collecte le sol. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une autre méthode. On va parler maintenant de cuivre à parois minces, le tube à parois minces là. Donc, ce sont les tubes Selby qu'on avait parlé au début de cette vidéo. OK? Donc, ce type de parois, les parois là sont vraiment très minces. Donc, voici des tubes comme ça, par exemple. OK? Donc, ce tube-là permet d'obtenir des échantillons qui sont vraiment plus fiables que les échantillons obtenus à partir des essais de pénétration standard en termes de remaniement du sol. Des échantillons qui ne sont pas remaniés. OK? En tout cas, le degré de remaniement est moins élevé que au cas de la cuillère, là. Cuillère essais de test, essais de pénétration standard. OK? Ces types-là sont donc fabriqués en acier sans soudure. OK? Ils sont fréquemment utilisés pour obtenir des sols, on va dire, sols argileux intacts. Voilà. Donc, les échantillonneurs, ces tubes-là, à parois minces, là, il y a des diamètres. On a diamètre 50,8, diamètre 76,2 mm. Donc, il y a deux types de diamètres qui sont courants. Peut-être vous pouvez croiser d'autres. OK? Donc, l'extérieur, l'extrémité inférieure du tube est affinée. Donc, vous voyez ici, ce tube-là, ça va nous permettre d'attacher le tube à la tige de forage, mais aux tiges de forage. Voici un schéma de ce qui est là. Vous voyez? On peut considérer que cette tige qui est là, c'est la même chose qui est là. Donc, vous attachez facilement à la tige ici, tige de forage. Et c'est cette partie-là, donc, qui va essayer de s'occuper de collecter les sols. OK? Donc, voici un exemple. Hein. Ça, vous voyez ici aussi, il y a cet appareil-là qui peut être aussi fixé ici pour que le sol ne, ne sort pas facilement pendant l'extraction de la tige de forage. Donc, la tige de forage, là, avec l'échantillon, l'échantillonneur, c'est-à-dire le tube attaché. Donc, après avoir prédéfini le trou du forage, la profondeur du trou du forage, vous faites descendre le tube au fond du trou et vous poussez donc le tube, l'échantillonneur là, dans le sol. Donc, l'échantillon à l'intérieur du tube donc, est ensuite retiré. Voici un peu comment ça se passe. Donc, ici, vous voyez, ces photos-là montrent, illustrent un peu comment ça se passe. Et les deux extrémités, après avoir enlevé le sol du tube, les deux extrémités-là sont maintenant scellées, fermées, bouchées pour que l'échantillon reste toujours intact. L'eau qui est dedans ne s'évapore pas, et ça ne bouge pas trop. Okay? Et on envoie ça comme ça au labo. Voici un peu cette photo-là. Vous voyez ici, les deux extrémités sont bouchées. Vous voyez, c'est fermé. Okay? Vous utilisez les têtes qui sont là pour attacher. Voici les deux têtes pour ça. Cette tête-là attachée. Et c'est ça qui va te permettre de rattacher ça à la tige de fourrage. OK? Donc, une fois que c'est fini, vous enlevez ça, la tête là. OK? Et vous fermez les deux extrémités. Donc, ces photos là montrent un peu comment ça se passe. Vous voyez ici, là, c'est quand
on attachait le tube là à la tige du forage. On attache comme ça. Donc, le trou du forage est là. Et au début, c'était creusé un peu, prédéfini. Et à partir de là, on commence maintenant à enfoncer le tube. Après avoir fini, on enlève maintenant. Ok. Et on peut desserrer, dévisser, déboulonner le tube et puis prélever maintenant le sol. Voilà. Ou bien carrément fermer d'abord avec le tube là, amener au labo. Une fois arrivé au labo, maintenant, vous pouvez ouvrir pour prélever le sol. OK? Donc, ce tube-là aussi permet d'obtenir les échantillons obtenus avec ce tube-là, paroi mince là, peuvent être utilisés pour des tests de consolidation, par exemple, ou des tests de cisaillement. En tout cas, les tests avancés. Par contre, la cuillère d'essai de pénétration standard là ne donne pas les échantillons qui peuvent être utilisés pour ça. OK? Donc, on peut aussi calculer avec ces diamètres. On avait montré deux diamètres. Il y a un diamètre 50,8 et puis un autre diamètre de 76,2, je pense. Donc, si on utilise ce diamètre extérieur de 50,8, là, le diamètre intérieur, c'est 47,63. On peut donc calculer les rapports de surface en utilisant cette formule. Vous vous rappelez de la formule? On a fait ça pour la cuillère divisible là. OK? Donc, on peut faire ça aussi. Et si vous calculez, vous connaissez tout ça là déjà, je pense. Donc, si vous calculez avec cette formule, vous obtenez 13,75%. Vous voyez que, vous vous rappelez, on a dit que quand le rapport de surface là est 10% ou bien moins de 10%, alors votre échantillon là est considéré comme non perturbé. OK? Ici, on a obtenu 13,75%. Donc, cet échantillon là, et ici, là, il y a une erreur. N'est pas, on peut dire qu'il n'est pas, on va dire P perturbé, ou bien n'est pas perturbé. P perturbé. C'est pas perturbé du tout parce que avant, on avait 113, quelque chose. OK? Donc, c'était très perturbé. Cette fois-ci, on a 13,75. Donc, cet échantillon-là, les échantillons obtenus par cette méthode ne sont pas perturbés, ou bien ils sont P perturbés. Donc, vous pouvez voir ça. Voilà. Donc, on va parler d'un autre type d'échantillonnage. Échantillonnaire à piston. Cet échantillonnaire-là, on les utilise lorsque le sol qu'on part pour prélever est vraiment un sol mou, et puis le diamètre du tube est supérieur à 76,2. Vous vous rappelez, c'est le diamètre supérieur du tube de Selby là. Quand c'est comme ça, l'échantillon que vous allez prendre là a tendance à glisser, tomber de votre échantillonnaire. OK? Donc, l'échantillonnaire à piston là permet de vous donner des échantillons fiables dans ces cas, dans ces telles conditions-là. Voici un peu la figure qui montre un peu, ça ce sont les schémas, et voici une photo. Vous voyez comment ça se passe, le piston est là. Donc, il existe plusieurs types, mais celui-là est le type le plus utilisé. Et vous voyez, injection d'eau, l'eau rentre, et là, c'est l'eau sort, sortie d'eau. Donc, il arrive à coupler les effets du piston et les effets des parois minces, les tubes de Selby qu'on vient de voir dans la méthode précédente. On vous a dit que ça permet de donner déjà des échantillons fiables, peu perturbés, peu remaniés. OK? Donc, ajouter à l'effet du piston là, ça va encore augmenter la fiabilité de votre piston. Ce que ça veut dire. Donc, dans un premier temps, les pistons fermés, l'extrémité du tube, les, les pistons ferment l'extrémité du tube, c'est-à-dire ici.
piston est là, ça ferme l'extrémité de votre tube. Donc, au début, vous êtes à cette position-là. D'accord? Donc, après ça, vous faites descendre, abaisser votre échantillonnaire jusqu'au fond du trou du forage. Ok? Voici ici le trou du forage, vous voyez le dessin, trou du forage. Et vous voyez les pistons qui touchent le fond du trou. Voilà. Maintenant, vous poussez le tube hydrauliquement. Vous voyez ici l'eau, de façon hydraulique. Poussez le tube. Est-ce que vous voyez? L'eau, vous envoyez l'eau ici hydraulique. Ça pousse cette partie-là pour que ça s'enfonce dans le sol. Voilà. Maintenant, quand ça pousse, il y a trop de pression, non? Il rentre. Donc, une fois que ça arrive à un certain niveau, il y a un trou ici qui permet l'eau, la pression, relâcher un peu la pression. L'eau la sort dans dans la tige du piston. Là. OK? Dans une large mesure, la présence du piston là empêche, OK? Ce piston donc empêche donc la distorsion de votre échantillon et en ne laissant pas la terre s'infiltrer très rapidement. OK? Vous voyez ici, le piston est là, non? La terre ne rentre pas très facilement. Ça est toujours en contact. OK? Et aussi, et ça n'admet pas d'accès de terre. Il y a pas trop. Ne sera pas trop en accès. OK? Donc, c'est ça qui fait que l'effet des pistons là, couplé à l'effet des tubes minces là, des parois minces là, ça fait que l'échantillon est encore plus valable, que vous obtenez des échantillons plus intéressants des échantillons permettant d'obtenir des données plus valables. OK? C'est par conséquent, c'est ce que je suis en train d'expliquer, les échantillons obtenus là, de cette manière-là, sont moins perturbés, c'est-à-dire moins remaniés que ceux obtenus par les types de Selby. Les types de Selby là sont déjà, donnent déjà des bons échantillons. OK? Mais l'effet de l'échantillon là va augmenter encore la fiabilité des échantillons. On arrive à la conclusion de cette partie du chapitre. On va conclure en disant qu'en termes d'ingénierie de fondation, là, les essais de in situ, là, c'est-à-dire les CPT, SPT et autres, là, les essais de pénétration standard, par exemple, font référence, quand on dit essais in situ, c'est des essais qui font référence à une méthode d'évaluation de la performance d'une structure ou encore des propriétés sur place. Performance sur place, là, c'est quand vous faites essai de chargement des pieux, par exemple. Ça, c'est, on teste la performance de votre fondation sur place. Ou bien les propriétés sur place, là, il y a des essais. Si vous faites les essais de pénétration standard, là, ça va vous permettre d'avoir les paramètres du sol sur le sol et immédiatement sur le sol. OK? In situ. OK? Ces tests-là peuvent aller du forage du sol à un endroit étudié, à la surveillance de la réponse d'un pilier du pont, c'est ce que j'ai dit, quand vous chargez, okay, d'un barrage ou un autre élément de fondation entièrement chargé. Voilà. Donc, la fiabilité d'une structure donnée à fonctionner comme prévu dépend directement de la qualité des informations obtenues lors de ces tests-là, avant la conception. Donc, il est important pour vous en tant qu'ingénieur géotechnique et géotechnicien, concepteur, de vous familiariser avec ce type d'essai-là. Voilà. Et comprendre la procédure
permettant d'obtenir une bonne exécution de ces tests-là. Parce que si ces tests ne sont pas bien exécutés, ça va donner des faux résultats et ça va affecter vraiment votre... Même si les ingénieurs de structure font un bon boulot, si les fondations ne sont pas bonnes, la structure va s'effondrer. Voilà. Donc, les méthodes d'évaluation in situ là, peuvent être invasives ou non invasives, destructives ou non destructives. OK? Peuvent ou non récupérer des spécimens. Par exemple, quand vous faites CPT, le test de pénétration cône là, cône penetration test, vous n'avez pas besoin de prélever l'échantillon. Mais par exemple, quand vous faites essai de pénétration standard, là, vous enlevez, vous prenez des échantillons. Donc, des échantillons pour permettre, confirmer la confirmation visuelle du sol, des tests et des tests au labo. Okay? Si on prend les cas de tests invasifs, là, par exemple, les sondages de sol ou des tests de pénétration, okay? Ces tests-là ont tendance à être plus longs. Ça prend plus de temps et coûteux. Et c'est précis quand même. Tandis que les tests non invasifs, par exemple, les radars, okay? Les géoradars ou bien tests sismiques réfractaires, ça fournit de grandes quantités d'informations en un temps record, en un laps de temps, et un temps généralement moins quantifiable. Donc, si vous arrivez à coupler les deux méthodes-là, c'est-à-dire les méthodes qui sont là, sondage et tests de pénétration, et les tests, par exemple, géoradar et géosismique réfractaire, si vous arrivez à combiner les deux, vous allez avoir plus d'informations. Définissant, ça va vous permettre d'avoir des informations, définissant les zones de préoccupation, okay, à partir des techniques non invasives, c'est-à-dire les techniques, par exemple, si vous prenez géoradar ou bien géosismique, surtout si la zone est vaste, ça va vous permettre de savoir, ah, voici votre zone d'intérêt, la zone qui est chose, qui est zone de préoccupation, à partir des techniques non invasives. Et si vous délimitez maintenant la zone, vous utilisez maintenant les tests ici, là, ces tests invasifs, là, pour avoir les paramètres de conception de vos fondations à partir des techniques non donc invasives. Okay? Donc, vous utilisez les radars, la géoradar, par exemple, pour scanner peut-être tout le terrain, pour délimiter votre zone, pour dire que, ah, peut-être ici, là, c'est mieux, on va faire nos forages ici ou là. Okay? C'est où il faut aller faire le forage. Donc, vous faites le forage, vous déterminez donc l'endroit, c'est ce qu'il dit, zone de préoccupation. Et vous allez maintenant faire le forage là-bas et les tests de pénétration là-bas. Voilà. Ceci-là est particulièrement avantageux sur les grands sites. Si le site est très vaste, ok? Où est-ce que vous allez faire le sondage? Vous pouvez pas faire le sondage partout. Donc, vous faites ces zones, ces tests dans les radars là, ou sismiques réfractaires là. Ça va vous permettre de réduire donc la zone d'intérêt là où vous allez faire le forage. OK? Donc, c'est avantageux quand le site est grand, avec des variations extrêmes des strates du sol. OK? Donc, dans ce chapitre-là, OK, tous les tests in situ pertinents, à l'exception de l'essai de chargement sur plaque, seront abordés. Donc, on va voir tous les tests qui sont vraiment pertinents. Il y en a beaucoup, peut-être, mais on va voir tous les tests, à peu près. Les tests de chargement à la plaque, là, on va voir ça dans le chapitre 4. OK?
Donc, voici un peu, vous voyez ici, le contenu du chapitre d'ailleurs. On avait fait l'introduction dans la vidéo précédente. Cette vidéo a concerné cette deuxième partie. Vous voyez que tout le reste, ce sont les différents tests in situ qui existent. Vous voyez les tests des radars, par exemple. Quand on dit ici, échantillonnage et méthode d'essai géophysique, là, géoradar. Vous voyez? Ici, là, on va voir échantillonnage physique et puis essai de pénétration. Ça, c'est essai de pénétration standard, là, tout simplement. Essai de pénétration au cône, essai de sisomètre des terrains, essai de pressomètre, essai pétrométrique, pressométrique, essai au dilatomètre. Donc, il y en a tout. On va voir. Donc, apprêtez-vous un par un. On va voir comment faire chaque essai, quels sont les avantages de chaque essai, quelles sont les informations du sol qu'on peut obtenir à partir de chaque essai. OK? Et comment obtenir à partir par exemple, de votre essai de pénétration standard, comment vous obtenez l'angle de friction du sol? Ça se peut se calculer. Comment vous pouvez obtenir le module de Young de votre sol? Ça peut s'obtenir à partir de ces tests. Même à partir de celui-là, test, essai de pénétration au cône. OK? Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. OK? Donc, on va juste arrêter là. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.